Nous allons faire une courte introduction à René Descartes, l'un des plus grands philosophes français. Descartes est né le 31 mars 1596 à La Haye en Touraine, dans l'Indre-et-Loire, rebaptisé même Descartes. Pour faire bref, il entre au collège royal de la Flèche, tenu par les jésuites aux alentours de 1606. Le jeune Descartes était plutôt assez bon élève. D'ailleurs, il ne se contentait même plus des ouvrages de son programme ou même de son âge. Il en parcourait bien davantage. Le discours de la méthode, à savoir notamment sa petite autobiographie intellectuelle, comme il en témoigne d'ailleurs très bien au travers de ces pages, j'y avais appris tout ce que les autres y apprenaient. Et même ne m'étant pas contenté des sciences qu'on nous enseignait, j'avais parcouru tous les livres traitant de celles qu'on estime les plus curieuses et les plus rares. Avec cela, je savais les jugements que les autres faisaient de moi, et je ne voyais point qu'on m'estimât inférieur à mes condisciples, bien qu'il y en eût déjà entre eux quelques-uns qu'on destinait à remplir les places de nos maîtres. Le jeune Descartes y aimait entre autres la poésie, mais je me plaisais surtout aux mathématiques, nous dit-il encore par l'entremise du discours. Bien qu'il fût dans l'une des plus grandes écoles d'Europe, le jeune Descartes va se retrouver au sortir du collège traversé par une profonde déception épistémique. Mais laissons Descartes lui-même le soin de nous raconter, lors de ses premières pages du même discours de la méthode, cette déception. J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et parce qu'on me persuadait que par leurs moyens, on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les apprendre. Mais, sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion. Car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs, qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Et néanmoins, j'étais en l'une des plus célèbres écoles de l'Europe, où je pensais qu'il devait y avoir de savants hommes, s'il y en avait en aucun endroit de la terre. Et au sortir de ce collège, le jeune Descartes ne se défait pas seulement de la suggestion de ses maîtres ou bien de l'enseignement reçu, il se libère également de ses précepteurs, comme l'atteste Derechef son discours de la méthode. En 1616, il est dans le Poitou, à Poitiers plus précisément, d'où il obtient sa licence de droit. Puis il poursuit son esprit d'ouverture à l'égard des différences de genre, de vie et de mœurs. Mais il ne le fait plus que de manière livresque. Il s'y confronte directement, personnellement, en voyageant. Et il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples, nous dit-il encore, à l'intérieur du discours de la méthode, afin de juger des nôtres plus sainement. Et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu'on coutume de faire ceux qui n'ont rien vu. En 1618, nous trouvons le jeune adulte dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire dans les Pays-Bas actuels. Et le 10 novembre de la même année, il est à Bréda. Ici, il aperçoit un petit attroupement auprès d'une affichette. Il s'approche, il s'agit d'un problème de mathématiques, mais le texte est en latin. Il demande une traduction. Un homme veut bien l'aider, mais à une condition que le jeune Français lui donne sa solution. L'affaire est entendue. Cet homme n'est autre que le sieur Beckmann qui va devenir pour très longtemps son ami. Un an, jour pour jour après, il est cette fois en Allemagne, dans un quartier d'hiver. Il y fait dans cette même journée une découverte, celle des fondements de la science admirable. La journée sera aussi couronnée par une nuit exaltante, d'où il en notera 3 songes qui marqueront son avenir à la fois philosophique et scientifique. L'hiver presque terminé, Descartes se remet à voyager. Il continue ses réflexions sur les régulats, c'est-à-dire sur un ouvrage
qui aura pour titre en français « Les règles pour la direction de l'esprit ». Entre 1627 et 29, sa métaphysique se situe davantage. Elle prend un peu plus forme, elle se constitue. Il est aussi occupé et préoccupé des sciences en général, auxquelles il s'adonne abondamment. En astronomie, par exemple, Descartes n'est plus, n'est guère même, ptoléméen. Comme Copernic et Rhéticus, comme Giordano Bruno et Galilée, comme Johannes Kepler, il soutient le mouvement de la Terre. Mais Descartes sait très bien que cette position rentre de façon frontale en opposition avec l'enseignement officiel. Dans une lettre manuscrite adressée au père Mersenne, à son ami, Descartes lui confie qu'il soutenait le même mouvement de la Terre, mais par prudence va refuser de le rendre public et va donc brûler de ses propres mains son manuscrit sur lequel il travaillait. Et je confesse que si le mouvement de la Terre est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi, car ils se démontrent par eux, évidemment. Disons quelques mots de plus sur le fameux discours de la méthode. En plus d'y être une courte autobiographie intellectuelle, l'ouvrage, c'est entendu, est un essai à la fois philosophique et scientifique. Le discours apparaît aussi dans l'histoire comme le premier ouvrage scientifique publié en langue française, à contrario des précédents qui étaient, eux, essentiellement publiés en langue latine. Avec le discours, Descartes cherche la vulgarisation de la philosophie de la science, c'est-à-dire la rendre accessible à tout un chacun, principalement aux femmes ou aux paysans et au reste du commun. Il y expose dès lors sa méthode pour vaquer à la recherche de la vérité dans les sciences, tirée directement des mathématiques. Dans la quatrième partie, il y traite plus particulièrement de métaphysique, partie dans laquelle il expose brièvement le doute méthodique et où il énonce si clairement et pour la première fois le fameux concept, le célèbre « je pense donc je suis ». Il y écrit également en 1649 « Les passions de l'âme », ouvrage dédié à la princesse Élisabeth de Bohême. Enfin, la reine Christine de Suède, femme de lettres au même titre qu'une Madame de Sévigné en France, insiste pour recevoir des cours de philosophie de la part de Descartes dans son château. Les cours se déroulent en plein hiver et surtout à 5 heures du matin. À Stockholm, Descartes prend froid, s'ensuit des problèmes de santé. Les choses vont s'accélérer. Les médecins à son chevet n'arrivent point à le remettre sur pied. Ils vont jusqu'à tenter la saignée. Et c'est à cela que Descartes va rétorquer « Épargnez, messieurs, le sang français ». Il y meurt le 11 février 1650. Sa vie étant succinctement parcourue, abordons toujours en quelques lignes son système à présent, et plus exactement ici, sa partie métaphysique. On l'a dit, notre jeune Descartes se trouve embarrassé de tant de doutes et d'erreurs par rapport à un enseignement reçu, accepté sans esprit critique. Il décide alors d'examiner très courageusement un tel savoir. Pour cela, il le remet volontairement et provisoirement en doute. Mais toute une différence il y a entre Descartes et les sceptiques. À commencer par le fait que Descartes ne doute pas pour douter, voire même jamais, si ce n'est jamais. À l'instar des sceptiques grecs comme Pyrrhondélis, Carnéade ou bien Sextus Empiricus. Il doute au contraire pour s'assurer. Il utilise le doute comme véritable appareil analytique et critique. Contrairement aux sceptiques, il ne peut pas douter qu'il doute. Dès lors, il rentre dans une affirmation, il rentre dans une certitude à laquelle les sceptiques se refusent éternellement.
Et du coup, il est certain que je doute. Mais qu'est-ce que douter, se demande Descartes, c'est penser. Or, je pense, donc je suis, nécessairement. Car pour penser, il faut être. Il n'est pas non plus un philosophe de la suspension du jugement, comme dirait préalablement son prédécesseur Montaigne. Descartes est un dogmatique. Descartes est quelqu'un qui affirme, qui nie. Et c'est d'ailleurs aussi cela qu'il appelle penser. Toutefois, à ce moment-là, du cogito, du fameux célèbre « je pense donc je suis », Descartes n'a toujours pas affirmé l'existence du corps, comme du sien ou même de l'espace qui l'entoure. Dès lors, ce qui est affirmé ne peut être identique à ce qui ne l'est pas. Par voie de conséquence, pour Descartes, l'âme ne peut pas être corporelle, mais au contraire immatérielle, à l'instar de Platon avant lui, ou bien de Plotin dans les Énéades, ou bien de saint Augustin dans le De Trinitate Dei. Descartes est un philosophe rationaliste dans la mesure où son critérium de vérité n'est autre que la raison. Et puis son premier principe n'est pas Dieu, mais bel et bien la res cogitans, à savoir le moi pensant. Mais comme au moment où il affirme le cogito ergo sum, et qu'il n'a toujours point affirmé l'existence du corps, chose qu'il ne serait tardé à vrai dire de faire, Descartes se trouve donc dans un solipsisme, c'est-à-dire un peu seul au monde, dans une espèce de robinsonade intellectuelle, si vous préférez. Ainsi, avec ces entreprises-là, Descartes se caractérise également comme un philosophe idéaliste, c'est-à-dire qu'il ne part pas lors de son examen de la chose, mais plutôt de l'idée, à contrario donc des philosophes empiristes anglais qui eux partent de ce que les Grecs appelaient l'empirée, à savoir la praxis ou bien l'expérience en français. Et voilà comment il y a, à vrai dire, toute une dichotomie entre un esprit cartésien et les philosophes anglais d'autre part, comme John Locke, Berkeley ou bien David Hume. Et in fine, le parcours critique de Descartes, comme à savoir de se libérer de ses anciennes opinions, de ses préjugés, d'un enseignement reçu ou préalable, venant également de ses précepteurs, pour ne penser que de par lui-même, à partir ou qu'à partir de sa propre raison, ne peut-il être étendu de nos jours au volet médiatique, politique et autres. Je vous remercie.